Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le programme de ce dimanche 12 octobre 2025. Pour commencer, vous pourrez écouter notre talk show en compagnie de François-Xavier Boulet, Sasa et moi-même, où on parlera un peu de l'actualité de Taïwan dont on n'a pas forcément traité pendant la semaine. S'en suivra notre programme musical dominical avec d'abord partitions orientales sur la musique traditionnelle et pour finir Sous des cieux amplifiés présenté par Aurélien Rossanino. Et sans plus attendre, vous pouvez suivre tout de suite On en parle à Taïwan. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, Sasa et François-Xavier Boulet. Alors cette semaine, 3 sujets, 3 thématiques assez différentes. Je vais peut-être commencer par parler du sujet que j'ai choisi, qui parle en fait des nouvelles bases, des nouvelles installations de missiles aux abords des côtes du Fujian, en Chine, en direction de Taïwan. Et donc c'est un article du New York Times qui a fait une genre de révélation en partenariat avec l'armée américaine. Et qui a donc donné un peu les dernières nouveautés, si on peut dire ça comme ça, en termes d'équipement et d'installation de base en Chine face à Taïwan. D'accord. Une nouvelle très réjouissante, n'est-ce pas? Alors, de mon côté, comme on est au début octobre, seulement quelques semaines après la rentrée scolaire, j'ai décidé en fait de faire la synthèse de 3 articles de Taiwan News que j'ai trouvé intéressants sur des problématiques liées au déclin démographique à Taïwan et surtout à son impact sur les établissements scolaires. D'accord. Et pour ma part, je vous parlerai du géant Nvidia qui veut un centre, un QG, en fait, un siège social à Taipei. Il a déjà jeté son dévolu, on se souvient, en mai dernier pour le parc technologique de Peitou Shulin, pardon. Donc dans le nord de Taipei. Voilà. Et il y a quelques soucis qui font qu'on n'est pas trop sûr si ça va se faire, ni si ça va se faire là. En tout cas, Nvidia demande l'aide du gouvernement central pour essayer de régler la situation. Moi, je suis très intrigué par ce sujet. Moi, je pense qu'on devrait commencer par ça, personnellement. C'est vrai ? Ouais. Ok. Eh bien, allons-y alors. Donc, c'est le grand projet de centre de données ou de siège social de Nvidia à Taïwan. Ils sont déjà implantés. À Taipei, ils sont présents notamment à Nehru, où il y a un centre de recherche et développement en intelligence artificielle qui marche plutôt bien et qui abrite d'ailleurs le supercalculateur Taipei 1 de Nvidia qui est mis à disposition des centres de recherche ou instituts académiques aussi taïwanais en fait. Et là, le grand géant Nvidia et son PDG un peu charismatique, j'ai envie de dire, Jensen Huang, en mai, a annoncé que Nvidia voulait investir à Taïwan pour son siège social, et ce qui permettra normalement de développer des technologies d'intelligence artificielle directement. En tout cas, l'implantation de ce siège à Taipei vise à mieux gérer les opérations de Nvidia en Asie. Ce serait ce grand siège qui est annoncé. Il y avait plusieurs lieux qui étaient un peu en prospection, et en mai, donc Jensen Huang a annoncé que ce serait dans le parc technologique de Peitou Shulin, et Nvidia cible 2 lots ou 2 parcelles de ce parc en cours de construction, à savoir les lots qui sont numérotés T17 et T18. Ça représente 3,9 hectares. Donc c'est ce que Nvidia a besoin au niveau des transports, de l'accès à l'autoroute, à l'aéroport. C'est pas trop loin, c'est vraiment le lieu stratégique en plein essor technologique de ce parc technologique de Taipei qui vise. Et le problème, c'est qu'il y a une impasse contractuelle qui fait que ça remet quasiment tout ce projet en question. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que, il y a eu des retards, il y a eu des blocages dans le développement de ce parc qui sont dus à des litiges sur les droits fonciers, qui impliquent donc Nvidia qui veut ces parcelles. Ça implique aussi la municipalité de Taipei, puisque Taipei est propriétaire de ce parc technologique, et il coopère avec une société qui est la Xinguang Renshou, donc la société d'assurance vie Xinguang. Elle détient des contrats, des droits de développement pour plusieurs parcelles de ce parc technologique. L'idée, c'est qu'elle
elle a ses droits fonciers pour construire et puis après confier en mode BOT, donc construire, opération puis transfert à plusieurs clients et elle revend elle-même sans doute avec un usufruit intéressant derrière en fait les différents lots qu'elle a. Et parmi les lots qu'elle a, elle a les 2 lots 17 et 18 qui sont visés par Nvidia. Le problème de Xinguang, c'est qu'ils ont achevé l'enregistrement des droits de superficie de ces 2 lots en février 2022 et qu'ils devaient, au niveau contractuel avec le protocole d'accord avec Nvidia, négocier justement la question des droits du développement foncier. Et ils ne se sont pas entendus. Alors on va voir les 3 positions. Donc il y a Nvidia qui veut s'implanter sur place, il y a la société Xinguang qui gère ces 2 lots et puis la municipalité de Taipei derrière. Xinguang, eux, ce qu'ils veulent, ils détiennent les droits de superficie pour développer ces différents lots avec qui ils veulent finalement. Et les pourparlers sont lancés depuis juin 2024 avec Nvidia, depuis qu'Nvidia a dit qu'il voulait ces 2 lots. La solution privilégiée de la société Xinguang, c'est de transférer directement les droits de superficie à Nvidia, sans doute en les revendant à un bon prix, pour permettre à Nvidia justement de gérer elle-même tout son projet. Donc Xinguang semblait être confiant avec un consensus au niveau de ce transfert direct par Nvidia avec Jensen Huang. Le problème, c'est que Xinguang a rejeté les conditions contractuelles qui le lient avec la mairie de Taipei pour négocier en fait ce transfert pas directement au client, mais comme le contrat d'origine le stipule, c'est-à-dire il devrait, et c'est ce que Taipei demande, une résiliation à l'amiable du contrat avec la municipalité pour pouvoir que les droits fonciers reviennent directement à la mairie de Taipei, qui les rachète en fait à Xinguang pour les revendre directement à Nvidia, parce qu'il ne peut pas y avoir visiblement de cessation directe entre Xinguang qui exploite ça et Nvidia. C'est obligé de passer par, s'il passe par un client comme ça, par le schéma de contrat BOT. Et Nvidia ne veut pas d'un contrat comme ça. Xinguang veut vendre directement à Nvidia, donc il y a un problème contractuel. Taipei a déjà eu des soucis de droits fonciers ou de développement avec d'autres parcelles, pas forcément de parcs technologiques, mais on se souvient notamment le gros imbroglio alors là, il y a eu des corruptions ou des pots de vin, en tout cas des suspicions. On se souvient de Koenje qui a été emprisonné presque 1 an pour un autre dossier. Et du coup, Taipei est assez timoré et timide dans les résiliations de contrats ou les modifications de contrats en cours. Parce qu'il a peur, en fait, d'une violation de la loi ou d'un manquement au devoir de la loi sur les droits fonciers dans ce parc. Du coup, la position de la mairie de Taipei, il y a 2 manières de régler la situation. Encore une fois, soit Xinguang termine son contrat avec la mairie de Taipei, donc il construit le siège social voulu par Nvidia et il lui obtient un permis d'utilisation pour pouvoir transférer les droits à Nvidia par la suite. Mais Nvidia ne veut pas cette option-là. Donc la deuxième solution, c'est une résiliation à l'amiable, encore une fois. Xinguang cède ces 2 lots à la mairie de Taipei qui va gérer après l'histoire de céder les droits fonciers. Alors ce n'est pas une question budgétaire au sens où Taipei est prêt à racheter même le prix fort pour céder à Nvidia derrière, mais c'est Xinguang qui veut pas d'annuler ce contrat à l'amiable directement. Pourquoi ? La question reste encore un petit peu susceptible au sens où Nvidia pense pouvoir, Xinguang pense pouvoir tirer un meilleur prix en négociant directement avec Nvidia. Il y a aussi l'image de marque de Nvidia derrière. Nvidia, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent s'implanter à Taipei, mais ils ne veulent pas que ce soit l'exécution du contrat, donc la construction confiée à quelqu'un d'autre, puis transférée après. Ils veulent vraiment gérer tout de A à Z sur ces lots 17-18. Pour l'instant, ça semble difficile à faire. Du coup, Nvidia a demandé l'aide du ministère de l'économie pour prospecter d'autres lieux si jamais les parcelles T17, T18 qui restent leur premier choix, si jamais ça ne peut pas se faire sous ce que souhaite Nvidia, ils veulent quand même s'implanter à Taipei, mais ils n'excluent pas soit d'avoir une autre parcelle dans le même parc technologique, moins intéressante pour eux parce que pas la même superficie ou pas la même position en fait dans le parc, ou directement ailleurs. Alors,
Inutile de vous dire que dans un dossier comme ça, il y a déjà le nouveau Taipei qui arrive, Tainan, Kaohsiung, toutes les grandes villes disent « Nous, on a des lieux pour toi, négocie avec nous directement ». Alors le ministère de l'économie veut vraiment coopérer avec Taipei pour essayer de faire entendre raison à Xinguang et obtenir les lots 17, 18 tels que Nvidia les veut au départ, parce que faire venir Nvidia à Taipei et à ce parc technologique, c'est Taïwan qui est gagnant sur le moyen, voire même le long terme. Et du coup, pour l'instant, le ministère de l'économie s'engage à fournir une réponse positive à Nvidia d'ici le 24 octobre. Donc il reste quoi ? Il reste 2-3 semaines, même pas, de négociations, en espérant obtenir les lots T17, T18, sinon s'engager à trouver finalement des alternatives. Voilà. Ce que j'aimerais commenter, il y a deux choses qui aussi viennent en compte dans ce dossier, c'est les subventions, parce que les subventions d'État, etc. Et donc ni la mairie de Taipei, ni même Xinguang on peut pas faire exactement comme ils veulent, parce qu'il y a aussi cette partie d'investissement, donc l'argent public qui est impliqué. Oui. Et il y a aussi le fait que, moi, ce qui me fait un peu rire, c'est que, comme d'hab, la mairie de Taipei a quand même signé la cessation des parcelles avec Xinguang au début, et ils ont fait un contrat dégueulasse qui avec plein de trous. Alors ça, je sais pas les termes du contrat de départ, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il y a ce problème pour que Xinguang après fasse blocage comme ça. Normalement, ils doivent avoir des contraintes avec la mairie de Taipei pour pouvoir négocier. Alors que là, en théorie, ils devraient pouvoir. Là, ils sont totalement propriétaires et ils font un peu la pluie et le beau temps par rapport au prix qu'ils veulent vendre. Ouais. Ce que Xinguang n'aime pas dans les histoires de résilier à l'amiable les parcelles, c'est que du coup, ils revendent une parcelle foncière, alors dans le contrat qui les lie justement pour acheter ces parcelles, c'est pour avoir un usufruit aussi sur la location et l'utilisation du terrain. Il y a un usufruit derrière pour eux, en fait, de cette location après la construction. Et ils peuvent gagner normalement entre 20 et 30 ans de location avant de céder le terrain, mais c'est une cessation qui est quasiment une vente foncière derrière. Voilà. Merci beaucoup, parce que c'était un sujet que j'avais un peu suivi de loin et j'avais pas compris grand-chose, mais maintenant j'ai à peu près compris. Mais ça reste complexe. Hein, mais... Oui. Alors, on espère que le 24 octobre, tout le monde aura mieux compris et surtout s'entendra pour un bon développement. Oui, c'est vrai, parce que l'annonce de Jensen Huang d'installer le siège à Taipei, ça avait vraiment enthousiasmé les Taïwanais. Donc, si ça peut pas se faire, c'est quand même ça se fera, mais où, ça c'est la question. Plus forcément à Shelin et Beito. Et on peut dire aussi que l'intérêt de cet emplacement, c'est qu'il y a le pont de Tamkang qui va ouvrir dans quelques mois maintenant. Et je pense vraiment que ça va se faire sur place, mais peut-être pas aux conditions de départ, mais ils vont vraiment, le ministère de l'économie va appuyer sur ça. Tu disais, il y a les subventions d'État qui font que toutes les parties prenantes sont aussi orientées ils sont pas emprisonnés dans ce schéma-là, mais je pense que tout le monde va finir par être gagnant derrière, quoi. Mais tout ça, encore une fois, ils le savaient quand ils ont créé le parc et qu'ils ont fait la séparation des parcelles. Donc à suivre. Voilà. Alors de mon côté, donc comme je vous ai dit, je vais vous parler du nombre d'élèves dans les établissements scolaires. Oui. Il y aura quelques chiffres, donc soyez attentifs. Dans ces articles de Taiwan News de ces dernières semaines, on a appris que le nombre d'élèves dans les écoles primaires, d'abord je vais parler des écoles primaires donc taïwanaises, devrait passer sous le million d'ici à 2029, sachant que Taïwan compte actuellement 1,2 million d'élèves de primaire. Donc ce serait 200 000 en moins. Voilà, et plus concrètement, ça représente une baisse moyenne de 32 000 élèves par an, selon le ministère de l'Éducation. Ce ministère qui a coopéré avec le Bureau des statistiques pour essayer de faire de la prospective et de se projeter dans le futur. Et donc ça, c'était d'ici à 2029. Et d'ici à 2040, si la tendance à la baisse des naissances ne s'arrange pas d'ici là, le nombre d'élèves dans les écoles primaires à Taïwan pourrait atteindre même pas 700 000 en fait, 690 000. Alors, rappelons juste que l'indice de fécondité à Taïwan est actuellement de 0,86 enfants par femme en 2023, donc loin derrière l'indice de renouvellement des générations qui est à 2,1 enfants par femme en moyenne. Et à Taïwan, c'est en 1984, donc ça fait déjà longtemps, que le taux de fécondité est tombé en dessous de 2,1, donc le taux de renouvellement des générations. Et pour comparer, en France, le taux de fécondité
est actuellement à environ 1,66 enfants par femme. Donc c'est aussi en dessous du taux de renouvellement, mais c'est quand même plus qu'à Taïwan, en tout cas pour le moment. Et si on regarde les médias français, tout le monde tire la sonnette d'alarme, c'est une catastrophe, etc. Ah oui, à Taïwan, c'est encore plus une catastrophe. Je crois que Taïwan et l'Allemagne, c'était les 2 ou 3 pays avec le Japon qui ont le taux le plus bas, non ? C'est la Corée du Sud le plus bas, je crois. Ok, ça a je rechangé. Je ne savais pas alors que l'Allemagne était aussi parmi les pays qui avaient il y a quelques années, l'Allemagne, c'était le plus bas d'Europe. Et Taïwan était à ce niveau-là. Je crois que à l'époque, c'était, si ma mémoire est bonne, 1,8 pour Taïwan, le taux. Donc, c'était pas énorme non plus, quoi. Ouais. Alors, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, en 2012, c'était l'année du dragon qui était considérée comme une période propice aux naissances. Et ça laisse présager quand même une stabilité des effectifs scolaires, donc collégiens et lycéens, dans un avenir proche. Donc du coup, après avoir atteint 590 000 élèves en 2024, les collégiens et lycéens devraient atteindre potentiellement 630 000 élèves, donc une petite hausse, avant un déclin probable à partir de 2033. Et ensuite, d'ici à 2040, le nombre d'élèves devrait chuter à 404 000. Donc ça fait aussi une chute assez importante. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne les universités, la population étudiante taïwanaise totale est bien sûr, elle aussi, globalement en baisse. En 2016, Taïwan comptait environ 1,14 million d'étudiants et l'année dernière, ce nombre avait diminué de près de 150 000 et il devrait passer sous la barre des 860 000 cette année. Donc en 2016, on était à 1,14 million et cette année, on va probablement être sous la barre des 860 000. On comprend pourquoi on a trop d'universités à Taïwan et qu'on cherche aussi des étudiants étrangers pour les attirer sur les campus, quoi. Tout à fait. Et du coup, le ministère de l'Éducation essaye d'encourager les universités à garder un certain standard, une certaine norme au niveau de la qualité, malgré le fait que les classes vont quand même probablement devenir de plus en plus petites. Alors ça dépendra bien sûr des moyens mis en œuvre. Oui, il y a pas mal d'universités qui optent pour fusionner aussi, plutôt que de fermer, sachant qu'il y avait toute une période, on en a parlé plusieurs fois dans d'autres, on en parle à Taïwan ou d'autres émissions, les universités, elles se sont créées à tire-larigot, à tire-larigot, j'allais dire à la louche, parce que le gouvernement a accordé ce statut assez facilement à un moment donné où Taïwan avait besoin de diversifier, d'avoir beaucoup d'universités aussi, et puis ça leur permettait d'avoir des subventions du ministère de l'Éducation, directement de l'État aussi. Maintenant, il y a trop d'universités. Il y en a qui n'avaient pas vraiment le standing ou le standard souhaité par le ministère de l'Éducation. Donc, il y en a déjà plusieurs qui ont été fermées. Oui. Et on risque d'en refermer, je crois, 4 d'ici la rentrée prochaine. Alors, je crois que tu es en dessous des estimations parce qu'en fait, justement, c'est le deuxième article dont je voulais parler. C'est le syndicat des employés des écoles privées qui a annoncé que jusqu'à 40 universités privées taïwanaises pourraient fermer d'ici à 2028 sur les 98 en activité actuellement. Et ce, en seulement 3 ans. Et là, on parle que des structures privées, du coup. Voilà, on parle que des structures privées, je vais vous expliquer. C'est assez vertigineux quand même, ça m'a interpellée, donc je voulais en parler. Alors, en fait, les inscriptions en première année d'université devrait chuter d'ici là, donc dans 3 ans, à 173 000. Et les universités publiques offrent 120 000 places en première année. Donc, ça ne laisse que 50 000 places disponibles pour les universités privées. Et avec 98 universités actuellement, le syndicat a déclaré que le nombre d'étudiants ne suffirait qu'à alimenter en fait 50 à 60 établissements. Donc forcément... Tu m'étonnes, sinon ça fait même pas 5000 étudiants par établissement, c'est peu, quoi. Voilà. Donc dans les prochaines années, va se poser aussi la question de tous ces bâtiments, de toutes ces universités qui vont fermer leurs portes. Je me demande si ça pourrait pas être une opportunité de les transformer en logements sociaux, centres culturels ou tiers-lieux intergénérationnels ou autres. Je pense que les bonnes idées ne manqueront pas, mais après, ça va pas être facile d'avoir une vision à long terme, et surtout, ça nécessite une planification interministérielle. Donc,
On va voir, à suivre, mais parfois Ça peut être Taïwan intéressant, ouais. peut nous donner de bonnes surprises. Donc C'est vrai. j'espère que ça va être des bâtiments qui vont être réutilisés. J'espère qu'on en reparlera positivement. Oui, tout à fait. Et donc le dernier article, je vais vous parler de l'impact sur le nombre d'enseignants. Donc visiblement, avec la baisse des élèves ou des étudiants, Taïwan aura besoin de moins d'enseignants. Logique. Voilà. Mais ce que j'ai appris dans ce 3e article de Taiwan News, c'est que malgré cela, les écoles primaires et secondaires à Taïwan, en fait, elles ont plutôt du mal à recruter. C'est vrai. Oui, à quelques jours de la rentrée cette année, il y avait une pénurie assez importante d'enseignants. C'est donc, en fait, d'après la télévision, un reportage de la télévision CTI, près de 2600 postes qui étaient vacants dans tout le pays une semaine avant la rentrée. D'accord, oui, c'est énorme. C'est-à-dire 900 postes à temps plein et 1700 de suppléants. Ok. Donc les établissements ont dû organiser des campagnes de recrutement urgentes, un peu comme du speed dating. On a connu ça en France aussi un petit peu. Oui, c'est ça. Et donc pour accélérer les recrutements, les écoles ont un peu baissé leurs exigences en matière de diplôme universitaire. Et le directeur du syndicat national des enseignants suppléants a déclaré qu'en fait les signes de cette pénurie étaient déjà visibles depuis plusieurs années. C'est de plus en plus difficile de remplacer les étudiants absents. Donc, Les professeurs. Oui, Absents. oui, les enseignants absents, pardon. Donc cette pénurie d'enseignants, elle peut bien sûr s'expliquer par le recul démographique global de Taïwan, mais elle s'explique aussi par le fait que le travail d'enseignant est de plus en plus difficile, peut-être aussi par le fait que c'est difficile de garder les élèves concentrés en fait, avec le numérique de plus en plus. Et finalement, de ce côté-là, voilà, cette pénurie, ça m'avait interpellée parce que ça ressemble pas mal à ce qui se passe Il y a aussi pas mal de responsabilités qui se rajoutent au niveau de postes d'enseignants dans le privé. Donc, en dehors des cours, ils ont d'autres responsabilités, ils ont des heures qui se rallongent. Des responsabilités administratives aussi tout à fait. qui sont pas forcément faciles. Et du coup, c'est pas si simple que dire, bon, je fais mon cours et puis j'ai fini ma journée, quoi. Tout à fait. Voilà. En tout cas, c'était un petit point sur la rentrée et puis les problèmes auxquels devra faire face Taïwan ces prochaines années. D'accord, merci bien. Voilà, ça complète aussi un petit peu le sujet que j'avais fait sur la préscolarité, les crèches et les... pas très longtemps. Où là, c'était plus quand même aussi basé sur une expérience personnelle. Mais c'est intéressant de voir que d'un côté, on ferme les écoles et de l'autre, on en manque pour les petits en tout cas, puisqu'ils avaient une pénurie d'origine, quoi. Voilà, donc on va passer un petit peu à quelque chose d'autre chose, une plateforme de lancement un peu différente, puisque ce sont des plateformes de lancement de missiles chinois. Les plateformes sont chinoises, et donc la Chine transforme une partie de sa côte directement en une plateforme pour lancer ses missiles. C'est un article du New York Times qui était gratuit. D'accord. Et donc lisible pour tout le monde, qui doit l'être encore si vous voulez le lire. Et donc cet article est un travail avec le Pentagone et donc fait un peu état ils font régulièrement, une fois tous les 2-3 ans, un petit état des forces de tout ce qui est déployé vers Taïwan, quoi. Des forces actuelles de la Chine, parce que ça augmente énormément, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Et donc selon le Pentagone, la force des fusées chinoises, c'est le nom de l'organisme qui s'occupe et qui est responsable des missiles nucléaires et conventionnels, a augmenté son arsenal de près de 50% en 4 ans, atteignant environ 3500 missiles. Donc on a actuellement 3500 missiles pointés sur notre tête. Ça fait plaisir de l'entendre. On va baisser la tête. Et donc, bien qu'il soit donc toujours difficile de savoir combien cible directement Taïwan, les images satellites montrent de nouvelles bases, des installations agrandies et un nombre croissant de rampes de lancement. C'est surtout avec les rampes de lancement qu'on peut s'imaginer à peu près la capacité d'attaque et de réponse de la Chine par rapport à Taïwan. Et donc, dans le détail, parmi les armes figurent des modèles de nouvelle génération, comme le Dongfeng 17, un missile hypersonique très difficile à intercepter, ou encore le Dongfeng 26, surnommé le Guam Express, en raison de sa capacité à atteindre les bases américaines dans la région.
Guam, comme l'île de Guam, qui est quand même un peu plus éloignée que le reste des bases régionales en Asie. Ouais. Mais c'est quelque chose de nouveau ces dernières années de pouvoir les atteindre directement depuis la côte chinoise, je crois. Probablement, ce n'est pas... Enfin, avec ce type de missile. Il y a aussi d'autres indicateurs, notamment les manœuvres qui se multiplient. Des troupes s'entraînent à tirer depuis des champs agricoles, des vallées isolées ou même des zones côtières faisant directement face à Taïwan, séparées de la Chine donc par ce détroit d'environ d'un peu plus de 100 km. 106, je crois, 116. Ça dépend du plus proche au plus loin. Plus loin, on est à peu près à 150, 160, un truc comme ça. Là c'est de souvenir, j'ai pas les chiffres à vol d'oiseau. Voilà. Et donc d'autre part, donc les experts qui ont fait ce rapport rappellent que les missiles constituent la première arme de coercition dans toute offensive contre Taïwan. Il servirait à neutraliser ses défenses, mais aussi à menacer les bases américaines de Guam ou du Japon, qui, justement pour les dissuader d'aider, de venir en soutien à Taïwan. Et il servirait également à viser la marine américaine en cas d'intervention. En temps de paix, Pékin utilise ses tirs d'essai et ses parades militaires pour intimider et afficher sa puissance. En septembre dernier, lors du défilé militaire à Pékin pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Chine a présenté toute une panoplie de nouveaux missiles, y compris des engins nucléaires intercontinentaux. Un ancien officier de la marine américaine, Thomas Shugart, qualifie d'ailleurs la force des fusées, donc toujours cet organisme, de joyau de l'armée chinoise, car elle étend considérablement la portée des frappes surprises possibles par Pékin. Donc c'est vraiment l'agrandissement, il est autant en volume qu'en qualité. C'est ça qui est vraiment une menace pour la région, pas que pour Taïwan. Et malgré les scandales de corruption récents, Xi Jinping a réaffirmé son soutien à cette force, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de bureaux dans l'armée qui ont été visés par la nouvelle vague anticorruption lancée par Xi Jinping. Une grande purge. Et la purge n'a pas concerné ce bureau des forces des fusées. Voilà. Ce qu'on peut dire pour un peu plus de détails, selon les estimations des experts, la force des fusées disposerait donc d'environ 500 Dongfeng 26, missiles à double capacité, nucléaire ou conventionnelle, capables d'atteindre les forces américaines dans le Pacifique. Et leur mobilité, facilitée par des véhicules de transport, complique en plus leur détection et leur destruction. D'accord. Voilà. Là, c'est un panorama, je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais c'est clair qu'il est très évolutif. Et c'est vraiment le fait qu'en 4 ans, 50% de capacité en plus, c'est ça qui est énorme. Fou. Voilà. On parlait de Taïwan, on parle de la Chine en mer de Chine méridionale, en mer de Chine orientale aussi, et je pense que cette force armée fusée joue aussi un rôle dans cette stratégie de conquête ou d'expansion de la Chine dans toute cette région, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore trop de signaux de plateformes dans le sud, plus pour la Chine méridionale ou les pays d'Asie du Sud-Est ou d'Asie du Sud. Et ça bouge beaucoup là aussi, j'ai l'impression. Et pourtant, avec cette capacité, ils vont avoir limite trop de stock, donc à mon avis, ils vont pouvoir commencer à aussi montrer les crocs vers cette région-là. Voilà. Là, c'est une conclusion rassurante pour nos auditeurs, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Valentin Floquet, François-Xavier Boulet et Sasa pour Radio Taïwan International. Au revoir.